Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo ou plutôt que dis-je pour un nouveau podcast. Donc comme promis, je vous fais la revue du film The Woman King parce que je suis allée le voir samedi passé avec mon mari, donc on est allé le voir au cinéma et il y a beaucoup de choses que dont j'aimerais parler, il y a beaucoup de choses à dire sur ce film. Alors, pour commencer, je pense que je pourrais mettre une note générale à ce film on va dire, 6,75, 7. Et je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je mets cette note à ce film. Parce qu'en fait, il y a plusieurs points que j'aimerais aborder avec vous. Il y a plusieurs éléments aussi que je n'ai pas vraiment aimés et d'autres que j'ai quand même assez appréciés. Donc déjà, pour revenir un petit peu je pense, on va faire étape par étape. Donc d'abord, je vais aborder un petit peu l'architecture, je vais aborder aussi les costumes des personnages, les coiffures, je vais aborder aussi les personnages et puis un peu l'intrigue de l'histoire. Et je vais vous donner vraiment mon avis, mon opinion, et à savoir si j'aime, si j'aime pas, si j'apprécie pas, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré. Donc déjà pour l'architecture, je pense que en regardant un petit peu, en m'étant un peu informé, en allant chercher un petit peu des images, des croquis, des dessins, des photographies, de l'Afrique précoloniale, en tout cas de cette région de l'Afrique, en particulier du Bénin, du royaume du Dahomey. Je peux dire par exemple que la muraille avec les cornes de vache, je pense que c'est ça, des cornes de vache ou des cornes de bœuf qui sont sur la muraille, je peux dire que c'est quand même assez représentatif puisque j'ai déjà vu un croquis du Dahomey comme ça, de l'entrée des portes du Dahomey, enfin pas du Dahomey, de l'entrée des portes d'Abomey. Comme ça, donc je pense que c'est assez représentatif. Je pense aussi que l'architecture, je pense que c'était quand même assez bien mis en valeur puisque c'est l'architecture de style soudanais, on va dire soudanais, c'est-à-dire d'Afrique subsaharienne, surtout de l'Afrique de l'Ouest. C'est assez représentatif. Je pense que ça a été quand même assez bien montré, même au niveau du trône du roi, il était un peu en hauteur, élevé. Quand on voit les images du trône du roi Ghezo, bah, c'est un trône, c'est un siège assez élevé, donc je pense qu'à ce niveau-là, c'était quand même assez respecté, même si bon, on aurait pu un petit peu faire mieux, mettre un peu plus de détails, un peu plus de décoration, je pense, parce que bon, si jamais quand je regarde un petit peu, comme je vous dis, les croquis, les dessins du royaume du Dahomey de l'époque, bah c'était quand même assez, il y avait quand même quelques petits détails, je pense, qui manquent, mais c'est pas si grave que ça. On va dire que dans l'ensemble, ça a été quand même assez respecté. En ce qui concerne maintenant les costumes des personnages, là par exemple, j'ai pas trop aimé. Alors je suis partagée, je pense que c'est 50-50. Je pense que pour les Agodiers, donc pour les Amazones du Dahomey, ça a été très bien respecté. Quand on regarde, comme je vous disais, les costumes d'époque, quand on regarde en fait les croquis, les dessins qui représentaient en fait les Amazones du Dahomey, donc les Agodiers, je pense que c'est assez bien respecté. Je pense que c'est dans le thème qu'ils ont bien respecté ça. En ce qui concerne le costume du roi Ghezo, pour moi, c'est vraiment du n'importe quoi. Enfin, excusez-moi, mais non, non, c'est pas du tout ça. D'abord, le roi Ghezo, je pense que c'était quand même, bon, il était peut-être relativement jeune, il était quand même assez, c'était un adulte jeune, il n'était pas non plus très très vieux, mais je pense que ça faisait pas non plus, enfin, le costume qu'il a porté, le petit peignoir comme j'aime l'appeler, le petit kimono qu'il avait, ça faisait pas une stature royale, ça faisait pas quelqu'un en position d'autorité. Moi, j'avais plus vu comme, enfin, pour moi, ça faisait un peu trop séducteur, un peu trop tombeur, je sais pas, mais bon, ça faisait pas notable, chef traditionnel, vous voyez ce que je veux dire, ça avait pas une posture assez royale pour moi, et je pense qu'ils auraient pu un petit peu s'inspirer peut-être du costume que portait le roi Béanzin, qui est un roi qui est, je pense, l'un des derniers rois du Dahomey parce qu'il a été déporté par les Français, etc. Donc je pense qu'ils auraient peut-être un peu plus s'inspirer de son costume pour faire en fait, voilà, pour l'habiller, pour habiller le personnage du roi Ghezo, parce que ça faisait pas, pour moi, c'était pas représentatif de quelqu'un qui était détenteur de l'autorité. Ça faisait trop gars, voilà, ça faisait un peu trop, je sais pas comment dire là, un peu Mac là, je sais pas comment expliquer, mais pour moi, ça faisait pas détenteur de l'autorité, chef traditionnel, roi, chef de guerre, etc. Ça le faisait pas trop, et je pense que peut-être que pour son personnage, ils auraient pu peut-être plus s'inspirer du costume que portait donc le roi Béanzin. Là, je pense que ça aurait fait plus notable du village, enfin quelqu'un de respectable en fait, ouais, c'est ce que je voulais dire, et en même temps aussi peut-être le vieillir un peu, parce que là, le fait de le faire un peu jeune, parce qu'on sait que l'acteur John Boyega est jeune, le fait de le laisser comme ça un peu trop jeune, ça faisait, en fait c'est comme si son autorité était assez contestable, il n'était pas crédible forcément, c'est comme si
Voilà, c'est pas comme si moi je me serais agenouillée devant lui, je l'aurais respecté en fait. Enfin, c'est un petit peu ça que j'ai envie de dire, mais bon, après voilà. Donc ça c'est une chose. En ce qui concerne les femmes du peuple, je pense toujours en fait qu'il y a toujours, à chaque fois qu'on fait un film sur l'Afrique précoloniale, je trouve que c'est assez simple. Je sais pas, j'ai l'impression que ils recherchent pas non plus, ils vont pas faire des fouilles, regarder un petit peu comment est-ce que les gens s'habillaient vraiment, est-ce que dans tel pays on s'habillait comme ça, est-ce qu'au Dahomey on s'habillait comme ça, est-ce qu'au Bénin, enfin non pas au Bénin, le Bénin, Dahomey c'est, enfin, voilà, c'est quasiment pareil, mais est-ce que dans telle région d'Afrique, au Mali on s'habillait comme ça, est-ce qu'au Sénégal on s'habillait comme ça, est-ce que en Côte d'Ivoire les Akans, les Ashantis s'habillaient comme ça, est-ce que les Baoulés s'habillaient comme ça, enfin bref, j'ai l'impression que c'est assez simplifié, qu'on nous sort un petit peu le traditionnel, le pagne, enfin traditionnel le pagne, non même pas, on nous sort un petit peu le, voilà, comme si c'était la serviette de bain, enfin bref, je pense qu'il y avait matière un peu plus à faire quelques recherches. Je suis tombée sur des photos, des croquis, pas des photos, plus des croquis en fait de dessins, même pour quand même pas, même aussi des photos, enfin bref, de représentant en fait les femmes du peuple, voilà, au Dahomey, et je pense que les vêtements étaient un petit peu plus recherchés, il y avait un petit peu plus de fioritures, on va dire ça comme ça, plutôt que le simple traditionnel pagne qu'on noue comme ça, juste au-dessus de la poitrine, comme si tu sortais du bain. Enfin bref, pour moi, il aurait fallu faire un petit peu plus de recherche à ce niveau-là, il aurait fallu un peu plus regarder dans les livres d'histoire, voir un peu comment les gens s'habillaient à Abomey dans le royaume du Dahomey. Moi je pense que là, ils auraient quand même pu faire un peu plus de recherche, tout comme ils ont fait avec les Amazones, qui étaient je pense très bien vêtues, mais là pour les femmes du peuple, c'était pas si recherché que ça, même au niveau des coiffures, enfin bref, je sais pas, voilà, donc pour moi je pense qu'il y aurait matière en fait à un petit peu plus approfondir, mais après bon, c'est pas non plus des Africains qui ont fait le film, c'est pas des Subsahariens qui ont fait le film, et bon, je comprends que c'est un petit peu, on va dire, bâclé, sans lettres, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire, je pense qu'il y aurait eu plus de recherches à effectuer à ce niveau-là, parce que voilà, les gens s'habillaient aussi, voilà, chaque région, à chaque pays avait la manière de s'habiller, et puis voilà, chaque peuple, chaque ethnie, chaque tribu, enfin voilà, on pourrait faire quand même un peu plus d'efforts à ce niveau-là, voilà. Par contre, oui, j'ai bien aimé quand même les costumes que portaient les femmes du roi, donc les femmes de la royauté. Bon, voilà, c'était assez recherché, même leur coiffure aussi, je pense que c'était assez recherché. C'était pas non plus la traditionnelle natte collée, natte couchée que tu fais quand tu veux pas trop te coiffer, quand tu veux pas, quand tu es fatigué, quand tes bras sont fatigués. Bon, il y avait quand même plus de recherche, ça aussi j'ai aimé. Je pense que c'était quand même assez bien fait. Donc ça, j'ai assez apprécié. En ce qui concerne la musique, alors là j'ai un peu halluciné parce que je me disais en plus de ça, il y avait Angélique Kidjo qui était qui faisait partie également de la noblesse, enfin de la noblesse des notables qui siégeaient autour du roi, et j'ai pas compris comment se fait-il que malgré le fait qu'elle soit là, qu'elle était présente, que donc qu'elle a participé au film, qu'elle n'a pas pu nous faire une musique digne de ce nom, une musique que quand tu l'entends, tu sais que tu es dans The Woman King. Je n'ai pas compris vraiment, je me suis dit mince, il manque quelque chose. Alors heureusement, je n'ai pas entendu comme dans la bande-annonce le petit rap qu'on nous avait mis là, le rap gangsta, le gangsta rap ghetto d'Atlanta. Heureusement qu'il n'était pas là, que cette musique-là ne faisait pas du tout partie du film, ni de la bande sonore, heureusement. Sauf que ça m'a un petit peu déçue. Je m'attendais un petit peu plus à des percussions du style béninoise, à quelque chose un peu plus traditionnel, quelque chose qui nous rappelle un peu plus. Moi, je l'ai pas senti. Mon mari me dit que oui, lui, il a beaucoup aimé la musique du film, la bande sonore. Moi, personnellement, ça m'a pas tant plus que ça. Je m'attendais à autre chose. Moi, personnellement, on fait un film sur Ablapoku, une reine de Côte d'Ivoire, qui a fui le Ghana, parce que bon, ils sont originaires du Ghana et qui est venue donc en Côte d'Ivoire s'établir, etc., pour sauver son peuple. Moi, je m'attends à un zouglou sucré, à un zouglou pimenté, à un zouglou qui me transporte. Et je me revois là, devant l'Indénié, c'est ça, hein, c'est le fleuve là, la Comoé, voilà, je me vois là devant la Comoé avec ce choix que devait faire la reine. Soit elle sacrifie son peuple pour que les génies agréent son sacrifice et laissent passer le peuple et la sauve, elle et tout son peuple, ou alors elle refuse de donner le seul fils qu'elle a, et voilà, et tout le monde meurt en fait. Donc moi si jamais on faisait un film sur Ablapoku, je veux un zouglou qui me transporte à cette époque-là, et je me vois devant je ressens toutes les émotions qu'elle ressent, et à la fin je dis Baouli, l'enfant est mort en fait. Je veux quelque chose, un zouglou pimenté, un zouglou sucré. Là par exemple, ce film là, malheureusement la musique, il y avait rien du tout. Personnellement, j'ai rien ressenti. Je me disais ouais, on aurait pu faire mieux. Franchement, c'était un petit peu plate, désolé, mais voilà, personnellement moi la musique, j'ai pas vraiment aimé.
Malheureusement, on aurait pu faire mieux. En plus, surtout qu'Angelique Kidjo était là, quoi. Elle était là, elle aurait pu faire quelque chose. Je sais pas, à un moment donné, dans une scène assez déchirante, elle aurait pu nous mettre sa voix, poser sa voix, quelque chose, et on ressent les émotions. Malheureusement, dans ce film-là, j'ai pas trop ressenti les émotions. Malheureusement, je trouve que c'est un petit peu comme à l'image des productions hollywoodiennes de notre époque, où malheureusement, bah, je veux dire, les dialogues ne sont pas trop travaillés, l'intrigue aussi est un petit peu plate, et à la fin, au final, il y a plein d'effets spéciaux, les images sont belles, les décors sont jolis, les acteurs font quand même de leur mieux, mais à la fin, ça te touche pas plus que ça te marque pas plus que ça, et je trouve ça assez dommage parce qu'il y avait matière, je pense, à faire quelque chose de plus marquant, à faire une œuvre assez marquante en fait. Voilà, je vais pas non plus prendre le roi lion, parce qu'on va se dire, bon, écoute, c'est un dessin animé, etc. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Même dans le roi lion, un film qui parlait, bon, des animaux d'Afrique, etc. Mais bon, bref, sans vouloir faire non plus de jeu de mots, ni de rapprochement bizarroïde. Mais tout ce que je voulais dire, c'est que voilà, à la fin de la journée, le roi lion, on connaît la musique, tu vois, on connaît les refrains, on connaît les chansons, ça nous a marqué. Là, malheureusement, il n'y avait rien, en fait, qui me marquait, il n'y avait rien qui pouvait me transporter, et je me sentais connectée aux personnages, je me sentais connectée à eux, pas vraiment, malheureusement, je trouve ça assez dommage, je pense que ça a été un petit peu raté, un petit peu bâclé à ce niveau-là, surtout au niveau de la musique. On sait que les percussions africaines, que les musiques traditionnelles africaines, on sait que ça transporte les gens, on sait qu'on ressent des émotions, et là, malheureusement, je n'ai rien ressenti, et j'étais assez déçue. J'étais assez déçue, franchement. La personne, en tout cas, qui va aller s'amuser à faire un film sur Abla Poku, qui va aller s'amuser à aller faire un film sur Aqua Boni, la cousine d'Abla Poku qui a régné à sa place, à sa suite, et qui va s'amuser à faire n'importe quoi dans les musiques. Je vous attends au tournant. En tout cas, je vous attends au tournant. Enfin bref, c'était une petite parenthèse. Donc on reprend. Donc là maintenant je vais plus parler au niveau des personnages, parce que voilà, les personnages, il y en a que j'ai aimé, il y en a que j'ai moins aimé, et je pense que c'est quand même assez intéressant, assez important que je vous donne mon avis dessus. Alors on va commencer déjà par Nanisca. Nanisca, la chef de guerre, la chef des Amazones, la générale en chef. Nanisca jouée par Viola Davis. Que dire sur elle si ce n'est que c'était le visage de la souffrance. À chaque fois que je la voyais à l'écran, je me disais, mince, est-ce qu'elle va encore pleurer? Est-ce qu'elle aura encore le visage froncé? Est-ce qu'elle va pas encore porter toutes les souffrances de l'humanité? Est-ce qu'elle ne va pas être encore dans la douleur? Est-ce que ce n'est pas elle, la Iron Maiden Jane, qui porte toutes les souffrances du peuple du Dahomey, du peuple du Bénin sur ses épaules, la pauvre? Enfin bref, c'était le visage de la souffrance, et malheureusement, je n'ai pas réussi en fait à connecter avec elle. Malheureusement, je la regardais et je me disais, ouais, bif bof. C'était un petit peu stéréotypé, même si je comprends que c'est un général, et en plus de ça, qu'elle avait quand même, on comprend durant le film en fait qu'elle a vécu quand même des moments très difficiles, qu'elle a été violée par par je crois la tribu, l'ethnie, enfin le peuple avec lequel ils font la guerre. Donc elle a été violée par le chef là, et je comprends que c'est assez difficile, mais je sais pas pourquoi quand je regardais le film j'avais un peu de mal à connecter avec elle. Je trouvais que c'était c'était tous les jours, tout le temps. Ma chérie, si le rôle de chef de guerre, si le rôle de général en chef des armées des Amazones, du Dahomey te dépasse, il faut déposer en fait. Faut déposer, faut laisser, c'est pas forcé. J'avais l'impression qu'elle portait ce fardeau sur ses épaules parce qu'il fallait qu'elle le porte. Mais ma chérie, si ça te dépasse, si c'est trop pour toi, tu déposes, tu laisses ça à Menza, tu laisses ça à Isogie, tu laisses ça à quelqu'un, à Naoui même à la rigueur. Mais tu es là, tu portes les souffrances de l'humanité, tu portes les souffrances des Dahoméens, tu portes les souffrances du royaume sur tes épaules. Et puis voilà, c'est toujours on te voit dans la souffrance, toujours on te voit le visage attaché. Enfin, c'était compliqué. Et même à la fin, quand on comprend que finalement c'est la mère de Naoui, on arrive, enfin moi personnellement j'ai pas réussi encore j'ai pas réussi, elle a pas, je pense personnellement qu'elle n'a pas réussi à nous montrer son côté maternel. Je l'ai pas trop ressenti en fait, j'ai pas trop ressenti, tellement elle était encore dans son personnage de femme qui souffre, de femme forte, de femme battante, de femme qui doit aller à la guerre, enfin j'ai pas trop ressenti malheureusement son côté maternel, alors que en fait oui, tu sens qu'elle a souffert, qu'elle aimait son enfant, qu'elle a fait une scarification, pas une scarification mais qu'elle a fait comme presque une scarification sur l'épaule en fait du bébé, parce qu'elle voulait le reconnaître, parce que ça lui faisait mal en fait de l'abandonner, parce qu'en même temps voilà, c'est une Agodje, donc c'est une guerrière, c'est une Amazone du Dahomey. Elles peuvent pas avoir des relations sexuelles, elles peuvent pas avoir des enfants, elles renoncent à ça. Et là de voir qu'elle a été, en plus de ça, qu'elle a été violée, donc qu'elle a été
brisée dans son intimité, qu'elle a été violentée, qu'elle a été forcée, donc déjà c'est pas de sa propre volonté, et en plus qu'elle doit encore abandonner à son enfant, donc encore le sacrifier parce qu'elle ne peut pas le garder avec elle. Donc tu vois, c'est douleur sur douleur, souffrance sur souffrance, tu sens qu'elle souffre, tu sens que ça lui fait mal. Sauf que voilà, c'était un petit peu trop, je sais pas, j'ai pas réussi en fait à trop connecter avec et j'ai pas réussi à sentir son côté, même si après à la fin elle se réjouit, elle va danser, donc tu sens qu'elle se libère un petit peu, que voilà, finalement la vie fait que, le destin fait qu'elle est réunie avec sa fille, c'est beau, c'est une happy ending, mais j'ai pas réussi à ressentir ce côté qu'elle était maternelle, etc. Et pourtant, on sent que voilà, on voit que voilà, elle aime sa fille, on voit que elle veut le meilleur pour sa fille parce que la preuve, elle se lève quand elle comprend que sa fille est encore en vie et que sa fille est aux mains des rebelles nigérians, parce que je pense que c'est un royaume du Nigeria, je sais plus trop exactement, le royaume d'Edo, le royaume d'Oyo, je sais plus exactement le nom, mais tu sens que voilà, elle veut pas laisser sa fille entre les mains, elle veut pas que sa fille vive ce qu'elle a vécu, donc elle se lève et elle va à l'encontre des ordres du roi, elle s'en va la libérer. Mais voilà, c'est ça. Je trouve que c'était trop l'image de la souffrance et ça, c'était lourd en fait. C'était lourd à porter, c'était lourd à voir, c'était lourd. Par contre, il y a une que j'ai beaucoup aimée, que j'ai trop aimée, c'était Amenza. Amenza, je l'ai trop aimée parce qu'elle avait une figure, elle avait plusieurs rôles dans son rôle à elle-même. Enfin, dans son rôle, elle avait comme plusieurs rôles. Et je pense que franchement, c'était merveilleux. Amenza, c'est la prêtresse. Amenza, c'est la guerrière. Amenza, c'est la confidente. Amenza, même, je pense qu'il fallait même lui faire une scène où elle est in love. Il fallait lui faire une scène, en fait, où, je sais pas, moi, par exemple, c'est parce que son mari est mort et que finalement, elle a décidé de... Tu vois, il fallait lui faire quelque chose pour que ça soit vraiment complet. Le personnage, je pense qu'il a été très très bien joué, qu'il a été très bien écrit. Je pense que elle avait plusieurs facettes, en fait, et Amenza, c'était la femme auquel je pouvais m'identifier facilement, auquel je pouvais me reconnaître dedans. C'était la femme que j'aimais, la femme belle, grande et tout. J'aimais bien son visage, les traits de son visage. Elle était belle, elle était jolie, elle était grande en plus de ça. Elle avait toutes les facettes. Bon, il lui manquait le côté amoureux. Je pense qu'on aurait pu quand même un peu plus travailler dessus. Peut-être que c'était une veuve, son mari l'a tellement aimée et tout. Et puis finalement, voilà, comme son mari est mort, disons qu'il est mort tué par les étrangers, là on va dire je sais pas moi, le royaume rebelle ou même les Français, les Portugais, peu importe, il fallait trouver une histoire et comme elle avait pas d'enfant, finalement elle s'est engagée. Je pense que si on avait fait un truc de ce style, son personnage il aurait même détrôné, excusez-moi, mais on n'est pas non plus dans un truc de trône et dans un jeu de trône, etc. Mais son personnage aurait pu avoir plus d'envergure, plus d'impact, il aurait été plus attachant que le personnage même de Naniska de Viola Davis qui était juste le visage de la souffrance. Moi je pense que Amenza c'était vraiment le personnage auquel tu pouvais facilement t'identifier, la personne que tu pouvais aimer, elle avait vraiment toutes les facettes. Bon, ils n'ont pas mis le côté amoureux parce que bon, on le sait, hein, après tout, Hollywood, il faut pas mettre trop de, faut pas mettre trop de love pour les femmes noires, hein, on le sait. Mais en tout cas, elle, je trouve que c'était un très très beau personnage qu'il aurait fallu un petit peu plus se développer sur ce côté-là. Peut-être nous montrer un petit peu plus son passé, genre une veuve qui a perdu son mari à la guerre et qui n'a pas d'enfant et qui peut-être même a donné tous ses biens, je sais pas, même au roi ou je sais pas, moi, qui a donné tous ses biens aux guerrières dahoméennes et puis qui s'est engagée parce que voilà, elle voulait comme défendre sa patrie. Et là, ça aurait fait vraiment le tour complet. Ça aurait été assez magnifique. Voilà, moi franchement Amenza, chapeau, c'est la fille, la dame que j'ai beaucoup aimée, auquel il fallait ressembler. Enfin voilà, moi c'est comme ça que je vois les choses. Ensuite, il y avait Isogie. Isogie aussi, je l'ai aimée, même si des fois, je pense qu'elle faisait un petit peu peur par moment. Elle avait des paroles un petit peu, tu te mettais un peu sur tes, voilà, tu restais un peu sur tes gardes. Mais je trouve qu'elle avait quand même un assez bon personnage, un peu taquin et tout, même à la fin, quand elle était un peu, bon, elle s'est fait capturer, elle avait le bras cassé, etc. Et puis voilà quoi, en fait, elle avait un peu renoncé, on va dire. Elle avait tout son côté guerrier, de combattante et tout, elle l'avait un peu perdu. Bon, j'ai bien aimé aussi le fait que ça soit Naoui qui le lui rappelle un peu et puis finalement qui l'aide à remettre son bras en place. J'ai bien aimé, sauf un moment où je pense que c'était un peu de la violence gratuite, parce que franchement à un moment donné je pense qu'il y avait comme des passages de violence gratuite dans le film qui n'étaient pas du tout expliqués même par la tradition africaine. Elle disait à un moment donné que ouais, pourquoi est-ce elle est venue chez les Amazones, chez les Agodiers, c'est parce que quand elle a atteint sa puberté, sa mère a fait un écriteau pour vendre la virginité de sa fille au plus offrant. What? C'était un peu du style, elle disait que ouais, sa mère a mis un écriteau comme ça pour vendre sa virginité, que le premier est passé, le deuxième aussi, et qu'ensuite après elle, voilà, elle voulait plus, et puis bon, elle est venue chez les Agodiers. Je me suis dit, mais attends, on est en Afrique subsaharienne, on est en Afrique subsaharienne, on est dans l'Afrique précoloniale, hein, on est dans l'Afrique, on est au Dahomey,
quelle maman comme ça va venir, ta fille est pubère, enfin a atteint sa puberté, quelle maman va venir comme ça faire un écriteau pour dire je vends la virginité de ma fille. Mais du n'importe quoi en fait. Et ça j'ai pas du tout aimé parce que je pense que ça contribue au stéréotype un peu sur l'Afrique, comme quoi il y a que de la violence partout, c'est du n'importe quoi, les familles dysfonctionnelles, c'est du n'importe quoi ça. En plus on est en Afrique précoloniale en fait. On est en Afrique précoloniale où les gens ils ont des valeurs, ils ont des principes, c'est un peu strict et tout. Les sociétés sont bien codifiées, faut pas faire ci, faut pas faire ça, il y a ci, il y a ça, si tu fais ça, il y a quelque chose qui va t'arriver. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Et là comme ça une maman se lève et dit que oui, voilà, ma fille est devenue a atteint la puberté, elle met un écriteau comme ça et puis elle vend sa fille au plus offrant. Ça c'est pas du tout dans nos mœurs, dans nos coutumes. Ça, je pense que c'est complètement faux. Je sais pas pourquoi est-ce qu'ils ont mis ça. Alors, est-ce que dans le film, c'était une blague qu'elle faisait ou est-ce qu'elle parlait d'une réalité qu'elle avait vécue, mais toujours dans l'histoire, hein, toujours dans ce film-là? J'ai pas compris, mais j'ai trouvé ça déplacé. Je me suis dit n'importe quoi, n'importe quoi. Les Béninois, venez nous expliquer qu'est-ce qui se passe. Venez contredire ça, venez rectifier s'il vous plaît, parce que c'est du n'importe quoi. Parce que non, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est vraiment n'importe quoi. J'ai pas du tout compris. Je me suis dit c'est quoi ça? C'est pour nous dire que ouais, les Africains c'est des sauvages. Enfin, c'est quoi le truc? C'est quoi le projet? C'est quoi le but? What is it about doing? Enfin bref, c'était du n'importe quoi. Donc ça, j'ai pas du tout aimé. À barrer, à rayer. Je trouvais que c'était de la violence gratuite. Et en plus, en parlant de violence gratuite, au niveau de Naoui, franchement, je souffle, nous souffrâmes. Franchement, il y avait des passages de violence gratuite inutiles, en fait. Des violences gratuites inutiles. Quand tu comprends que oui, il y a la guerre, etc., et que les gens voilà, ils se battent et tout, ils se fracassent et tout, ça, c'est compréhensible, c'est dans un contexte guerrier, un contexte de bataille, un contexte de combat, de qui va gagner, qui va remporter. Je comprends, c'est la lutte pour la survie, je comprends. Mais là, avec Naoui, le personnage auquel on doit s'identifier, parce que c'est un petit peu le héros de l'histoire, hein, c'est la jeune fille un petit peu ingénue qui sait pas trop comment le monde se passe et tout, qui fuit ses parents, qui fuit des parents abusifs et qui ensuite de ça se voit forcée d'intégrer les Amazones. Et là, en fait, son histoire, c'était une histoire de violence gratuite. Je l'ai pas compris. En plus, ça se passe même pas comme ça en fait en Afrique. Ça se passe même pas comme ça. Moi, je viens tout juste de me marier. J'ai fait la cérémonie traditionnelle. Bon, je suis ivoirienne, c'est quand même assez différent du Bénin, mais quand même. Là, on nous explique que la fille, ses parents en fait, voilà, ses parents adoptifs, parce qu'on comprend qu'elle a été adoptée. On comprend en fait que la fille doit épouser un monsieur qui est vieux, et le monsieur qui est vieux se permet de la frapper devant ses parents. Mais what the hell? What the hell? Est-ce que ça se passe comme ça en Afrique? Pas du tout. Je suis désolée. C'est du n'importe quoi. Et là, je pense que c'est pour ça que c'est très important que ce soit les Africains eux-mêmes, que ce soit les subsahariens eux-mêmes qui produisent, qui réalisent leurs propres films. Parce que là, je pense que c'était vraiment le bon moment pour nous montrer un petit peu les traditions africaines, pour nous montrer les traditions du Dahomey, les traditions béninoises par exemple. Quand on va épouser une femme en Afrique, subsaharienne en tout cas, ça ne se passe pas comme ça. Déjà, on nous dit dans le film que le monsieur est supposé être quelqu'un de puissant, de quelqu'un de riche. Comment tu vas... Attends, allô quoi. Comment tu vas épouser une fille, tu viens demander la main d'une fille à ses parents, en Afrique subsaharienne, précoloniale, et tu n'apportes pas de présent. Le monsieur est venu comme ça, bras ballants. Il était tout seul. Je vais épouser votre fille. Elle a dit non, je veux pas, il la gifle. N'importe quoi. N'importe quoi, ça ne se passe pas comme ça en Afrique subsaharienne. Je suis désolée. Quand un homme veut épouser une femme, déjà, il ne peut pas venir tout seul. Tu dois venir avec une délégation. Ça, déjà, mon oncle était déjà très clair avec mon mari. Vous venez avec une délégation. On veut une délégation. Pas n'importe qui. Tu viens avec une délégation. Donc déjà, un homme riche dans le film. Son mari, là, son prétendant, était supposé être un homme riche. Comment est-ce qu'il arrive? Il y a pas de délégation, il y a rien, il vient pas avec des régiments de bananes, avec des bœufs, des vaches, des poules, des moutons, il vient avec rien du tout, des arachides, du vin de palme, je sais pas moi, du piment, il vient comme ça, huile de palme, il vient comme ça, il vient bras ballants et puis il gifle la fille, mais chez qui? Chez qui? On va se dire la vérité ici, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Et je pense en plus qu'ils auraient pu nous montrer vraiment, nous faire une petite histoire un petit peu, pour nous montrer un petit peu, après en même temps, voilà, c'est pas des Africains qui ont fait le film, hein, malheureusement, voilà, c'est pas des Africains qui l'ont fait, donc ils peuvent pas connaître. Mais c'est dommage, parce qu'ils auraient pu quand même aller chercher, se renseigner, comment est-ce que quand on veut épouser une femme en Afrique subsaharienne, au Bénin, comment est-ce qu'on fait? Alors oui, je sais que chez nous, en Afrique de l'Ouest, la dot est assez, symbolique. Dans le fond, les parents ne demandent pas non plus beaucoup de choses comme en Afrique centrale, mais quand même,
quand même, il aurait fallu nous montrer une petite délégation. Le monsieur ne vient pas tout seul déjà. Quand tu viens épouser une femme, tu ne viens pas tout seul, tu viens accompagné. Parce que ce n'est pas toi qui parle, ce n'est pas toi qui parle, qui fait les négociations, ce sont tes gens, la personne, le porte-parole que tu auras désigné. Donc tu viens accompagné. Il aurait fallu nous montrer peut-être, je sais pas moi, 4-5 personnes qui l'accompagnent. C'est supposé être un homme riche, il vient avec des vaches, je sais pas moi, bon il n'y a pas de vaches, c'est pas qu'il n'y a pas de vaches, mais on n'est pas non plus dans des cultures où d'élevage de vaches, d'élevage de bovins, on est plus dans des cultures, je sais pas moi, il vient avec des bananes, il vient avec des arachides, il vient avec du poisson, il vient avec du vin de palme, il vient avec du piment, il vient avec des choses comme ça, quoi. Il vient avec les mains chargées. T'es un homme riche, tu viens avec des pagnes, tu viens avec de l'or. Bon, après, bon, moi, je suis ivoirienne, donc je reprends un peu les choses de la Côte d'Ivoire, mais bon, les Béninois, venez nous expliquer dans les commentaires. Quand vous dotez les filles, là, vous faites comment? Quand vous dotez votre femme, là, vous faites comment? Tu viens avec des pagnes, tu viens avec des ci, des ça, des sandales, enfin bref, tu fais quelque chose, mais tu viens pas comme ça les mains vides. En plus, jamais, au grand jamais, dans une dot, tu viens frapper. Dans la dot, tu es supposé négocier. Tu es supposé demander la main de la fille. Donc tu dois montrer à la famille que voilà, tu es quelqu'un de bien, tu as les moyens de prendre soin d'elle, tu dois te vanter, enfin, quand je dis te vanter, tu dois te vendre en fait dans le sens où voilà, tu es quelqu'un de fiable, etc. Et toi, tu viens frapper la fille comme ça devant ses parents. Et la maman qui est là comme ça, stoïque, qui ne dit rien. Enfin bref, cette partie-là, je me suis dit, c'est de la violence gratuite. C'est du n'importe quoi. Dans les traditions subsahariennes, surtout d'Afrique de l'Ouest, ça ne se passe pas comme ça. Un homme qui vient doter une femme, il vient avec une délégation. Surtout quand il est un homme riche, il vient accompagner. Et en plus, ça, il vient les bras chargés. Il vient avec plein de cadeaux parce que tu dois séduire en fait la famille. Tu dois essayer d'obtenir leur approbation. Donc, franchement, ça aurait été l'occasion de montrer un petit peu, bon, chez nous, c'est les cérémonies avec la cola, avec le piment, etc. Tu vois, voilà, ça c'est en Côte d'Ivoire, là, Côte d'Ivoire de l'Ouest, hein, bien évidemment. Donc voilà, je pense que cette partie-là, c'est à retravailler, à revoir, c'était du n'importe quoi. Il aurait fallu nous faire un petit peu rêver, quoi. Voilà, nous faire un petit peu rêver, même si c'était romancé. Moi, je pense que, moi j'ai un petit scénario comme ça, genre du style, voilà, le monsieur vient. Bon, elle épouse, bon, dans la tête voilà, dans le film, elle devait épouser le vieux. Moi, je pense qu'il fallait même que les réalisateurs, ils mettent, voilà, le monsieur vient avec une délégation. Dans cette délégation-là, il y a un beau jeune homme et tout. Et là, la fille, elle se dit dans sa tête, ouais, je pense que je vais épouser le jeune et tout. Parce que comme c'est pas le monsieur qui est intéressé qui doit parler, c'est quelqu'un d'autre, c'est un porte-parole. Donc là, voilà, elle se dit dans sa tête, ouais, je vais épouser le jeune. Donc elle est toute contente et tout. Les parents sont là, ils sont tous assis. Le monsieur vient, il donne les cadeaux, les pagnes, les bijoux ici, l'or là-bas. Il vient, il donne, je sais pas moi, les régiments de bananes plantain, il donne le vin de palme, il donne les poulets, etc. Enfin bref, vous comprenez le truc là, comme d'habitude, comme il se passe dans les cérémonies de dot. Et à la fin, comme maintenant on dit, bon, c'est qui veut épouser notre fille, qui est le jeune homme, le papa dit, qui est le jeune homme qui veut épouser notre fille, comme ça, nous, on est content, on est très heureux. Et là, maintenant, c'est le vieux qui se lève, et là, waouh, tout le monde est à terre, enfin, la fille, tout le monde, enfin, même la maman est comme, tout le monde est un peu étonné, et la fille, maintenant, se lève et fuit. Et c'est à ce moment-là que le papa dit, non, pourquoi tu fuis? Elle dit, non, je vais pas épouser le vieillard. Et là, maintenant, non, tu dois l'épouser. Et tu as vu ce qu'il nous a donné. Et là, maintenant, on aurait pu comprendre, voilà, que le papa, comme il a été aveuglé un peu par toutes les richesses, par tous les cadeaux, les présents, etc., il veut forcer marier sa fille, même si c'est un vieux monsieur. Et là, maintenant, bon, la fille n'est pas d'accord. Et à ce moment-là, bah, elle fuit même vers le temple où le papa dit, si c'est soit tu l'épouses, soit tu finis chez les Agodiers. Et à ce moment-là, elle dit, je préfère même finir chez les Agodiers. Et là, on comprend pourquoi elle va chez les Agodiers. Je pense qu'il aurait fallu faire un petit peu ce genre de scénario, ce genre d'intrigue. Ça aurait été beaucoup plus, déjà ça aurait été même mieux. On aurait mieux vu les traditions africaines du Bénin, du Dahomey, et ça aurait été encore plus plaisant que cette façon de faire violence gratuite comme ça, il vient, il la gifle. Enfin bref, ça j'ai pas du tout aimé. Je pense qu'il y avait trop de violence gratuite, comme je vous ai expliqué. Ce passage-là. Le passage aussi avec Isogie qui raconte que sa mère l'a vendu comme ça quand elle a eu sa puberté à tout le monde. Enfin bref, ça j'ai pas du tout compris. Je trouvais que c'était du n'importe quoi. Ce sont des passages qu'il faut rayer et pour ça la note du film baisse. Il y avait aussi un autre passage où on voit Naniska qui accouche un peu clandestinement dans la forêt et où elle marque le bébé. Bon, elle fait une marque et tout avec un couteau et elle met une petite dent, je sais pas si c'était une dent ou quelque chose, elle met un truc là dans l'épaule du gamin pour pouvoir le reconnaître par la suite. Bon, que dire.
On comprend que pour les besoins de l'intrigue, il fallait faire quelque chose, une marque où dans lequel elle pourrait facilement reconnaître son enfant quand son enfant aurait grandi. Mais est-ce que c'était nécessaire d'ouvrir le bras du bébé? Il était encore bébé, il venait à peine de naître. Tu ouvres le bras du bébé, tu mets le petit truc tu mets la petite dent dans l'épaule. Est-ce que c'était nécessaire? Franchement, je sais pas, je pense pas. Enfin, pour moi, c'était encore de la violence. Enfin, c'était violence sur violence. Et je pense que c'était assez inutile. Donc c'est ça. Après, bon, la figure du roi, comme je vous ai dit. Franchement, le roi, tu sens qu'il a pas vraiment de pouvoir. Tu sens qu'il est là, il fait juste parler. Enfin, je sais pas, c'est juste un beau parleur en fait. Je sais pas, j'ai pas trop connecté. Je sentais pas que c'était quelqu'un de poigne, qu'il était respecté. Enfin, j'ai pas trop senti ça, donc malheureusement, bif bof. Moi, je pense que même, ne serait-ce que déjà par son apparence, si on l'avait un peu vieilli, et si on lui avait mis des vêtements un peu plus de dignitaire, un peu plus de notable, juste en prenant l'exemple du roi Béanzin, je pense que ça aurait joué sur son charisme, parce que pour moi, il n'en avait pas vraiment. Il n'en avait pas vraiment, et puis voilà. Après, j'ai pas aimé non plus quand t'avais la femme préférée du roi, quand elle était là, bon, elle faisait un peu des petites intrigues. Bon, ça, j'ai compris qu'il fallait qu'il y ait quand même des petites intrigues de cours pour que ça soit un petit peu plus intéressant. Mais j'ai pas aimé quand l'eunuque, il lui dit ouais mais quand il y a eu la guerre et tout, toi t'es parti te cacher, tandis que Naniska elle est partie se battre. Bah oui mais qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse? C'est une princesse, enfin c'est la femme du roi. Pourquoi est-ce qu'elle devrait se battre? Elle est pas là pour ça en fait. Naniska c'est une guerrière, c'est une Agodjier, c'est une Amazone, c'est son travail de pouvoir se battre, de devoir se battre. Elle c'est la femme du roi donc effectivement elle est pas voilà elle s'est pas entraînée, c'est pas son rôle en fait de se battre, de tenir une épée etc. Donc pour ça, j'ai pas trop aimé. C'est comme si on voulait nous faire croire que toutes les femmes noires devaient absolument savoir se battre, savoir se défendre, savoir être des warriors, des struggles et tout. Enfin bref, ça j'ai pas trop kiffé. Voilà. Que dire de plus? Bon. Bah il y a des moments que je pensais qu'ils ont été assez intéressants. Je pense qu'ils auraient peut-être un peu plus développé le personnage de Naoui. Je pense il y a pas mal de choses qu'elle faisait et qui n'étaient peut-être pas forcément reconnues par Naniska. Mais comme je vous ai dit, Naniska, c'était vraiment le visage de la souffrance, c'était vraiment le visage de la struggle woman. Tu sentais qu'elle portait tout le poids du Dahomey sur son dos. Enfin, c'était lourd et des fois, il y a des moments même quand Naoui, par exemple, elle ne respecte pas le plan et elle s'en va en fait pour fermer la porte, le portail parce que les guerriers les ennemis arrivent et Naniska était toute seule et si jamais elle ne le faisait pas, si elle ne fermait pas le portail, ben les guerriers allaient la tuer. Quand tu vois qu'elle déroge du plan pour sauver en fait au final Naniska, bah à la fin, t'as Naniska qui est pas contente. Pourquoi est-ce que tu n'as pas respecté le plan? Il fallait respecter le plan, blablabla. Franchement, dis-lui merci, ferme ta bouche et tais-toi en fait. Enfin bref, ça non plus j'ai pas aimé. Mais comme je vous dis, Naniska c'était trop le visage de la souffrance, le visage de la struggle woman et ça, j'ai pas kiffé. Par contre, Amenza, c'était un bijou, je l'ai beaucoup aimé, même à ce moment-là, quand cette scène se passe, quand Naniska commence à gueuler sur Naoui parce qu'elle n'a pas respecté le plan, bah t'as Amenza qui vient, qui dit écoute, enfin elle la prend à part en disant écoute, je t'ai toujours obéi, je n'ai jamais contesté tes ordres, mais là franchement, ce que tu fais c'est pas bien, il fallait la remercier parce qu'elle t'a sauvé la vie en fait. Ça j'ai beaucoup aimé. Franchement, Amenza, pour moi, c'est The Woman King. Je suis désolée, mais c'est elle, The Woman King. C'est vraiment la fille qu'il fallait. C'est la femme auquel je peux m'identifier. Elle avait plusieurs facettes, comme je vous ai dit. La facette de la prêtresse, la femme spirituelle, la facette de la guerrière. Bah, c'était une Amazone, une Agodjier, donc c'est ça. En plus, elle était belle, elle était svelte, elle était grande et tout. Je pense qu'elle avait un beau visage et tout. Et je pense qu'elle avait tout. Le visage, enfin, elle avait aussi la facette de la confidente, la femme à qui peut te donner des conseils, même quand tu fais quelque chose de mauvais, de pas bien, etc., qui te donne des conseils, qui t'apaise, qui te console et tout. Elle avait vraiment toutes ces facettes-là, et franchement, moi, je l'ai beaucoup aimé. Comme je vous ai dit, je pense qu'il aurait fallu nous expliquer un petit peu pourquoi elle s'est retrouvée là. Je pense qu'ils n'ont pas mis beaucoup d'accent sur le passé de ces femmes-là, ce qui est dommage. Il aurait fallu, surtout sur les personnages principaux, comme Naniska, Naoui, Naoui on le sait, Amenza, Izogie. Il aurait fallu, en tout cas pour Amenza, qu'on nous explique comment elle s'est retrouvée là. Et moi je pense qu'il aurait fallu mettre ce côté, par exemple, femme aimée, mais son mari est mort, qui a été, je sais pas moi, pris par les Edo, là, les Oyo. Et là, on aurait pu comprendre pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée là chez les Agodjier. Je pense qu'il aurait fallu peut-être plus mettre ce côté-là en avant, puisqu'elle a toutes les facettes. Elle a la facette spirituelle, la facette guerrière, la facette confidente, amie, etc. Donc il restait plus que ce côté femme, amoureuse, etc. Donc je pense que malheureusement ils auraient pu
creusé dans ce côté-là, à ce niveau-là, et ça aurait été vraiment The Woman King pour moi. Donc voilà, finalement aussi, je comprends également pourquoi est-ce que, je vous avais dit quand je faisais la revue au niveau de la bande-annonce, pourquoi j'avais pas du tout aimé The Woman King, parce qu'encore une fois, on associait femme noire avec un élément masculin, mais là, j'ai compris, je pense que c'est un petit peu ça, donc je vous explique. Dans le fond, ce que j'ai compris, c'est que selon les traditions, bah après je sais pas si c'est vrai, hein, je sais pas si c'est vrai si c'est vraiment dans la tradition béninoise, dahoméenne, que y a une femme en fait qui était la jumelle du roi, et puis finalement, bah je sais pas, c'était un truc du style, et finalement comme elle a tellement atteint un statut assez élevé, elle a tellement défendu le royaume, elle a tellement, on va dire, pas donné sa vie, mais elle a tellement eu beaucoup de mérite et beaucoup d'honneur à défendre le royaume du Dahomey. Finalement, on l'a élevée au rang de The Woman King, en fait, la femme roi, c'est-à-dire la femme qui commande auprès du roi, si je comprends, si j'ai bien expliqué l'expression, enfin le terme. Et je peux comprendre maintenant que c'était comme une sorte de titre honorifique de Woman King, dans le sens où c'est la femme qui a tellement qui n'était pas supposée être là, régner, mais qui s'est tellement démarquée par sa bravoure, par son sacrifice, si on peut dire ça comme ça, donc finalement elle devient The Woman King. J'ai un petit peu compris pourquoi est-ce qu'on a choisi ce titre-là, même si, voilà, comme je vous dis, à la fin de la journée, effectivement, comme les femmes noires, on est toujours montré dans un côté négatif de struggle woman, de femmes de la galère, de femmes de la Hesse, etc., de go de galère, etc. Donc finalement, des fois, c'est un petit peu lourd à porter, mais je comprends un petit peu pourquoi est-ce qu'ils ont mis ce nom-là. J'espère que mon interprétation est assez correcte, même si c'est un petit peu bancal. Donc voilà, c'est un petit peu ça au niveau de ma revue sur le film The Woman King. Comme je vous dis, moi je mets une note de... 5,75, je sais pas, 5,75, 6. Parce que comme je vous dis, il y a des passages de violence gratuite, c'est pas assez recherché, l'intrigue elle est pas non plus très... Voilà, c'est une intrigue, voilà, c'est un peu une intrigue, t'as des femmes qui combattent, voilà, au début, bon, elles étaient là dans le trade, dans le commerce d'esclaves, etc. Et puis finalement, comme effectivement avec c'est pas le wokisme, mais avec, comment dire, le roi qui a pris un peu plus conscience que voilà, c'était pas non plus un commerce un commerce noble à faire qu'il fallait arrêter, et donc ils sont plus tournés vers la production de d'huile de palme. Je pense que il y a une partie de vérité dans ce qu'ils disent, parce que j'avais lu un petit peu l'histoire du roi Ghezo, et effectivement il avait commencé un peu à remettre en cause le trafic d'esclaves. Après, maintenant, quelles étaient les raisons qui l'ont poussé à rétropédaler, je ne sais pas exactement, mais voilà. Ce que j'ai envie de dire, c'est que voilà, le film, et je pense qu'il y avait des parties, des intrigues qui n'étaient pas non plus très élaborées, enfin, qui n'étaient pas non plus très poussées. Comme je vous ai dit, hein, au niveau de Naoui, pourquoi est-ce que finalement son père a décidé de l'emmener chez les Agodjiers? Je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose d'autre plutôt que cette violence gratuite, même pour l'histoire des Ogiers. Pour moi, c'était trop de la violence gratuite. Il aurait fallu développer un petit peu plus sur ces aspects-là. Comme je vous ai dit, la musique, c'était assez pauvre. Surtout qu'il y avait Angélique Kidjo, une béninoise, donc, qui fait de la musique aussi, on va dire, traditionnelle. Donc il aurait fallu plus mettre l'accent sur une bande sonore qui nous marque, qui nous transporte vraiment à cette époque. Pourtant, j'ai rien du tout ressenti. Voilà, donc c'est un petit peu ça. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, ce film, c'est un petit film à aller regarder si tu veux un petit peu avoir une idée sur comment étaient les Agodjiers, les Amazones du Dahomey, mais sans plus. C'est pas un film qui va me marquer plus que ça. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas un film qui va me marquer plus que ça, et c'est un petit peu ça. Donc ma revue du film The Woman King. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez, laissez en commentaire, donc surtout les Béninois, hein, sur les passages, comme je vous ai dit, qu'ils étaient un petit peu problématiques au niveau des passages de violence gratuite. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez dans les commentaires. Je veux vraiment l'avis des Béninois, et on se retrouve pour un prochain podcast. Bye.